Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'école du futur. Au programme aujourd'hui, on va commencer par notre rôle modèle du jour. D'abord, il a inventé un robot qui vient révolutionner le monde de la chirurgie et du traitement des cancers. Il s'appelle Bertin Naoum et on va découvrir son portrait dans un instant. Et puis il a une idée derrière la tech. Alexandre Azria est avec nous aujourd'hui. Bonjour Alexandre. Bonjour Philippine. Plaisir de vous retrouver. Quel va être l'objet de votre chronique aujourd'hui? On parlera de Clara Chapas qui a annoncé des ajustements budgétaires pour les startups. On voit ça dans un instant avec vous. Et puis c'est notre grande question du jour. Et si les vacances devenaient enfin l'occasion d'apprendre autrement face à une école parfois jugée trop théorique, des camps d'un nouveau genre inventent à leur manière l'école de demain, celle de la vie. Quand éducation rime avec expérience, pratique et curiosité, on en parle avec notre invité. Bonjour Alix de Zélicourt. Bonjour Philippine. Soyez la bienvenue sur le plateau de l'école du futur. Vous êtes la fondatrice de Mastercamp. On va en parler ensemble dans un instant, juste après le focus. Diplômé de l'Institut national des sciences appliquées de Lyon, chevalier de la Légion d'honneur et aujourd'hui à la tête d'une société medtech, le parcours de réussite de Bertin Naoum n'a pourtant pas toujours été une évidence, vous allez le voir. Il est justement notre focus du jour, signé aujourd'hui Jean Martineau. Au-delà des histoires extraordinaires, des personnages inédits qui captivent les petits et les grands, ce qu'il y a de plus extraordinaire avec la science-fiction, c'est finalement ce qu'elle a de réel. Son histoire à lui est très réelle, bien que merveilleuse. Fils d'immigrés béninois, il grandit dans un orphelinat français. Aujourd'hui, Bertin Naoum est à la tête de l'une des plus grandes success stories françaises. En tant que patron fondateur de MedTech, le Français révolutionne la robotique médicale internationale depuis plus de 20 ans, créant des robots qui optimisent la façon de traiter les patients au point d'être plébiscités dans le monde scientifique. Donc MedTech est une société qui est spécialisée dans la conception, la commercialisation de robots chirurgicaux. Nous concevons une nouvelle génération de robots chirurgicaux utilisés pour des opérations du cerveau et de la moelle épinière. Nos robots sont de conception 100% française et sont utilisés dans différents établissements hospitaliers. Diplômé en robotique, Bertin tombe dans le milieu médical un peu par hasard à la suite d'un travail scolaire. Pour lui, tout s'éclaire, il est en capacité d'apporter son savoir à la cause la plus noble qu'il soit, aider des patients grâce à ses inventions. Il se spécialise donc après ses études dans le monde de l'high-tech médical et en 2002, il lance sa propre boîte et crée son premier robot spécialisé dans la chirurgie du genou. La technologie est rapidement rachetée par un grand groupe américain et le Français réinvestit donc cet argent dans la conception d'un nouveau robot. Aujourd'hui, il y a un réel momentum de ce qu'on appelle la robotique chirurgicale qui commence à être de plus en plus reconnu comme étant un outil absolument indispensable dans l'évolution de la chirurgie, tout simplement parce que les robots sont en fait des outils intelligents qui vont assister les chirurgiens dans ce qu'on appelle la chirurgie moins invasive, c'est-à-dire notamment au travers d'incisions plus petites. Le rôle que la robotique et la technologie peut jouer à très court terme, c'est de fiabiliser l'acte chirurgical, c'est-à-dire de permettre d'offrir au plus grand nombre d'utilisateurs, de chirurgiens et donc de patients les plus hauts niveaux de qualité de soins possible. Aujourd'hui, Bertin a créé 4 robots, dont un dédié au traitement peu invasif des cancers de l'abdomen, puisqu'il permet de traiter des tumeurs particulièrement difficiles à atteindre par leur taille ou leur localisation. Ses inventions sont reconnues à travers le monde entier et sa société a même reçu l'équivalent du prix Nobel de la recherche biopharmaceutique. Allez, on passe à notre sujet du jour. L'école répond-elle vraiment aux besoins des enfants d'aujourd'hui? On vous propose de découvrir aujourd'hui justement une toute nouvelle approche où chaque semaine de vacances devient justement l'occasion de découvrir des métiers, d'explorer de nouvelles passions et de s'ouvrir aussi au monde professionnel. Des camps, vous allez le voir, qui incarnent une vision d'un enseignement un peu plus pratique et immersif où les enfants apprennent en faisant. On commence à en parler tout de suite dans la première partie du talk. Et aujourd'hui, justement, pour en parler, Alix de Zélicourt. Alors, vous êtes la fondatrice de Mastercamp. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas Mastercamp, est-ce que vous voulez bien nous présenter ce que vous faites depuis quelques années? Alors, Mastercamp, ce sont des semaines thématiques pendant les vacances scolaires à destination des collégiens et lycéens. On propose en fait aux parents d'inscrire leur ado à 5 jours d'expérience. Et chaque semaine qu'on organise un thème, donc on a par exemple les 10 choses à savoir faire, quelque chose sur la gastronomie, on fait des choses pour les filles sur la prise de parole. Et nous, on s'engage à fournir à chaque enfant 10 expériences, donc sur 5 jours, 2 par jour, chez 10 professionnels,
pour apprendre, découvrir, et puis éventuellement se découvrir une passion. Donc, ce sont des camps dans lesquels, puisque 2 expériences, ce sont des gens qui viennent dans vos locaux et qui Alors, on n'a pas de locaux. passent le savoir. On n'a pas de locaux. L'idée, c'est justement d'amener les jeunes chez les professionnels. Donc, par exemple, quand on a un cours de cuisine, on va dans une cuisine professionnelle. Cours de bricolage, on va dans une halle réservée au bricolage, à l'impression 3D. Cours de sport, on met toujours du sport dans une salle de sport, etc., etc. Et l'idée, c'est justement de sortir les jeunes de l'environnement de l'école, et ils ne sont jamais assis en position d'écoute avec un savoir vertical, en fait. Tout ça, ça coûte combien, Alix ? Alors, ça dépend des formules. On est en gros entre 400 et 650 € la semaine, en fonction du thème qu'on choisit. Nous, on rémunère tous nos partenaires, nos encadrants, donc on fixe le prix en fonction des activités qu'on va aller faire. Alors, vous avez passé 15 ans dans le conseil chez McKinsey avant de lancer votre entreprise en 2023. Qu'est-ce qui vous a motivé justement à créer Mastercamp ? Est-ce que c'est un constat que vous avez fait avec vos propres enfants sur l'école d'aujourd'hui et le fait qu'elle ne répond pas forcément aux besoins qu'ils vont rencontrer à l'avenir ? Effectivement, donc moi je suis la première cible de Mastercamp, alors probablement dans quelques années parce que mes enfants sont encore petits, mais... Il y a une première chose, c'est qu'un enfant français a 16 semaines de vacances chaque année. Là où, en tant que parent, moi, j'en avais entre 5 et 7. Donc, régulièrement, une dizaine de semaines à organiser, fois mes 4 enfants. Ça fait beaucoup de temps libre à occuper. C'est sûr. Ensuite, moi, pendant les vacances, je souhaitais qu'ils ne soient pas devant des écrans et je souhaitais qu'ils élargissent un petit peu leurs horizons. Et donc, en cherchant sur Internet ce que je pouvais avoir qui était pratique, sans pique-nique à préparer, pas trop loin de chez moi, et sans hébergement, parce que j'aimais bien les voir le soir, j'ai rien trouvé, et c'est comme ça qu'est arrivé Mastercamp. Les vacances chez les Hélicourt, avant, elles ressemblaient à quoi ? À ce que peuvent vivre les parents de manière habituelle ? Mes plus gros concurrents chez Mastercamp, ce sont les grands-parents. Quand on a la chance de les avoir... Il y a évidemment les centres de loisirs, il y a les colos, le scoutisme, etc. Donc, et puis beaucoup de bricolage aussi, parce qu'en fait, on s'organise parfois sur 2-3 jours, et puis il y a un jour de télétravail. Enfin bon, donc c'était plutôt la charge mentale d'organiser ça très régulièrement, sans me débarrasser de mes enfants. Moi, j'ai envie aussi de les voir et de passer des vacances avec eux. Quand même, c'est important. Alexandre, est-ce que vous connaissiez Mastercamp ? Non, je ne connaissais pas. J'ai d'ailleurs une petite question. Est-ce qu'on peut venir, par exemple, uniquement le lundi, le mardi et le vendredi ? Est-ce que ça peut être à la journée ou on doit venir la semaine entière ? Alors, on a essayé des formules un peu souples comme celle-là. Et en fait, celle qui a le plus de succès, c'est la formule 5 jours. Parce que les enfants sont en groupe de 12. Et à la fin de la semaine, ils sont super copains. Et ceux qui avaient fait moins de jours sont ressortis en ayant un peu de FOMO, en ayant vu les activités du lendemain qu'ils n'auraient pas faites ou celles de la veille. Donc on essaye vraiment de proposer cette formule 5 jours. En se disant que c'était quand même bien cool ces 5 jours. Ouais. Vous proposez aussi des activités ludiques, mais aussi éducatives. Cet équilibre, Alix, entre jeu, amusement et apprentissage, il est essentiel aujourd'hui pour vous ? Alors c'est super important. D'abord, ils sont en vacances, donc en fait, il faut quand même qu'ils viennent s'entraîner les pieds le matin. Alors nous, c'est très important d'avoir un juste équilibre entre, je vous l'ai dit, il y a toujours un peu de sport. On sait qu'il y a des activités qui marchent très bien, comme par exemple le cours de cuisine. Et ça, on essaye d'avoir quelque chose de bon niveau, où ils sont en fait fiers de leur réalisation à la fin. Ils peuvent revenir avec Alors souvent, en fait, en fonction des activités, on a une activité de céramique japonaise où ils reviennent avec leur assiette réparée avec une technique ancestrale. Là, on va faire un camp d'écriture, donc ils vont revenir avec un podcast enregistré où ils vont avoir l'occasion de... Vous savez, dans les librairies, il y a souvent les petits commentaires du libraire sur les livres. Donc là, c'est eux qui vont l'écrire. On essaye toujours d'avoir un produit fini pour qu'ils puissent raconter en fait à leurs parents le soir ce qu'ils ont fait. Ouais. Ça, c'est le plus important, d'avoir la sensation de réaliser quelque chose qu'on ne connaissait pas et qu'on a découvert et s'apercevoir qu'en fait, on peut être très à l'aise et très bon dans un domaine nouveau. Et apprendre en s'amusant, pardon, Alexandre. Je crois qu'Alexandre, il veut s'inscrire à vos cours. Je le vois comme J'ai juste une petite question. Est-ce que c'est filmé ? Est-ce que, par exemple, on a un film à la fin de la semaine en tant que parent de ce qui s'est passé ? Alors, en tant que parent, nous, on a mis en place des boucles WhatsApp. Donc, on est vraiment... très simple. Tous les soirs, les parents reçoivent les photos de leur enfant et le compte-rendu de la journée. Et ça, c'est nos encadrants qui s'en occupent. On fait des films un peu sur notre site internet promotionnel, mais non, on n'a pas le film de chaque camp. Okay. C'est déjà pas mal ce que vous proposez. Quelque chose à proposer en plus. Je vous posais la question de cet équilibre entre jeu et éducation parce que peut-être que vous trouvez que c'est un équilibre qu'on n'a pas assez aujourd'hui dans l'école, dans le système scolaire français. Oui, en fait, je pense que malheureusement, l'école a déjà beaucoup de choses à faire entre l'instruction, les maths, le français, etc. Et je trouve aussi qu'on n'a jamais eu autant de temps libre en fait, dans l'histoire de l'humanité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un livre excellent qui, moi, m'a beaucoup inspiré,
qui s'appelle La tyrannie du divertissement. C'est Olivier Babot qui écrit qu'en fait, aujourd'hui, l'humanité n'a jamais eu autant de temps libre, et la façon dont elle va l'utiliser va être un déterminant des inégalités sociales. Donc en gros, vous pouvez choisir avec votre temps libre de le passer sur Insta et de scroller, en gros, voilà. Ou alors de socialiser, de vous cultiver, de méditer. Et nous, c'est vraiment cette voie qu'on essaye de prendre, de dire aux enfants, venez passer 9 heures par jour avec nous pendant 5 jours, déconnectez-vous des écrans et ouvrez-vous à des choses que vous ne connaissiez pas avant, et vous allez voir, c'est génial, vous allez adorer. Et justement, c'est important aussi, ce fait que vous venez d'en parler, les écrans, il n'y en a pas. On est d'accord chez Mastercam? On leur demande de ne pas sortir leur téléphone portable. D'accord. Les premières semaines, on ne savait pas trop jusqu'à quel point on pouvait être radical là-dessus. Et en fait, c'était la demande des parents. C'est-à-dire que quand on en parle aux parents, ils sont extrêmement contents qu'on dise aux jeunes, laissez votre téléphone dans votre poche. Ils ont d'ailleurs assez peu l'occasion de le sortir parce qu'ils sont les mains dans la pâte à choux ou en train de bricoler, donc vraiment ça s'y prête pas. Et ils sont très contents en fait d'être avec des gens de leur âge, et la journée passe vite. Ouais. Donc ça leur manque pas? Je pense pas. Ouais. Je pense pas, et vraiment ils sont bien occupés. Donc l'idée c'est qu'ils profitent de ce qu'ils ont autour d'eux. Et en plus, c'est nous qui prenons les photos, donc ils n'ont vraiment pas de raison de le sortir pour se filmer. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez dans ces cas-là, pour faire un lien toujours avec l'école, l'éducation, de cette pause numérique qui a été souhaitée par l'ancienne ministre de l'Éducation, Nicole Belloubet, dans les écoles? Ça me paraît complètement essentiel. Moi, je suis effarée de voir qu'un enfant de 6e peut rentrer chez lui, se mettre sur une ENT, télécharger son cahier de texte numérique, remplir un devoir en ligne. Nous, on avait des cahiers de texte et des crayons. Et en fait, je trouve ça un peu dommage parfois que l'école soit celle qui pousse au numérique, alors qu'un enfant a encore besoin d'écrire et d'être avec un livre. Donc, ça crée un stress aussi. Vous parliez des ENT, le fait de rentrer chez soi et de savoir qu'il y a peut-être une note que les parents vont voir et dont on n'est pas au courant, etc. Et puis surtout, ça fait partie de quand on grandit et qu'on doit annoncer une note à ses parents. Je trouve que c'est des événements importants. Là, moi, si j'étais rentrée à 12 ans en me disant que mon père, ma mère avaient eu ma note d'histoire géo avant moi, je trouve que c'est dans la relation de confiance aussi parent-enfant, c'est pas super. Et un prof peut rendre les copies, je pense, comme on faisait avant. Donc moi, ça c'est un bon sujet, mais je comprends pas. Je comprends pas les ENT. Ça stresse beaucoup plus les parents que les enfants. Bah oui. C'est anxiogène. C'est les parents qui deviennent accros aux ENT. Bah oui, forcément. Ouais. Bah oui. Alors que, je veux dire, on a quand même évolué pendant des milliers d'années avec l'enfant qui rentre et qui doit faire signer. Et puis ça se passe très bien. Bien sûr. Bon, on continue de... En fonction des notes. Alors, voilà. C'est tout le sujet. Bon, on va continuer à en parler ensemble si vous voulez bien dans un instant. D'abord, on va juste faire un petit tour du côté de la planète tech. Images et vidéos, c'est le Zap et c'est l'œil de Jean Martineau.
Et on est de retour toujours sur le plateau de l'École du Futur et en compagnie de notre invité aujourd'hui, Alix de Zélicourt. Mais juste avant, Alix, de reprendre nos discussions, on va laisser place à la chronique d'Alexandre Azria qui a une idée derrière la tech. Alors Alexandre, au programme avec vous aujourd'hui, on entend beaucoup parler des startups en France et surtout ces derniers temps, mais les changements prévus dans le budget 2025 s'annoncent compliqués. Alors est-ce que la French Tech va devoir serrer la ceinture? Est-ce que vous avez des informations pour nous, Alexandre? On en a. Clara Chapaz, donc notre nouvelle ministre de l'Intelligence artificielle et du numérique, a confirmé que la French Tech va devoir faire face à des ajustements budgétaires en 2025. Concrètement, ça signifie que l'État prévoit de réduire les financements publics alloués à l'écosystème des startups, ce qui soulève des questions sur l'avenir, notamment de l'innovation en France. Certaines entreprises, notamment en phase d'amorçage, vont potentiellement avoir besoin de beaucoup plus d'aide de la part de fonds privés. Bon, on va voir ça avec effectivement Clara Chapaz, secrétaire d'État. En quoi ces réductions budgétaires peuvent-elles impacter concrètement les startups? Pour certaines jeunes startups, surtout comme on l'a dit, ces financements publics sont essentiels pour démarrer. On parle ici des subventions, des crédits d'impôt recherche, ce genre de choses qui permettent aux jeunes startups de voir le jour. Sans ce soutien, il sera donc beaucoup plus difficile pour de nombreuses startups et entreprises d'atteindre la phase de croissance. Donc Clara Chapaz explique que l'objectif n'est pas de couper ces financements, bien au contraire, mais juste de réorienter les efforts pour pousser les startups à mobiliser davantage de capitaux privés, notamment via des fonds d'investissement. Et ça, c'est un changement important, effectivement. Alors pourquoi l'État, Alexandre, décide-t-il de faire ces coupes budgétaires maintenant, alors que la French Tech, elle semble, d'un point de vue extérieur en tout cas, en pleine expansion? C'est vrai. Le gouvernement justifie notamment cette décision par la nécessité de rationaliser les dépenses publiques dans de nombreux secteurs, dont la French Tech. Donc Clara Chapaz a évoqué une stratégie visant à renforcer surtout l'autonomie financière des startups françaises. L'idée est que cet écosystème a mûri et qu'il est capable d'attirer, en tout cas pour elle, beaucoup plus d'investissements privés et que les entreprises doivent à terme devenir moins dépendantes en fait des aides publiques. Mais cependant, comme on l'a dit, pour les petites startups, ça risque d'être un peu plus compliqué. Oui, ça semble un peu risqué, surtout quand on sait que la compétition mondiale, surtout en ce moment, est particulièrement intense. Alors quel impact ça peut avoir sur la scène internationale? C'est vrai que la compétition est très rude. On parle ici notamment des écosystèmes américains et chinois qui, eux, investissent massivement dans leur écosystème tech. En réduisant notamment, nos investissements publics, la crainte est que les startups françaises perdent leur compétitivité à l'échelle mondiale. Certains acteurs du secteur redoutent notamment que les talents et les entreprises aillent chercher maintenant leur bonheur à l'étranger. Est-ce que ces réductions concernent toutes les startups ou est-ce qu'il y a malgré tout quelques exceptions? Alors non, elles ne seront pas toutes impactées de la même façon, ça c'est sûr. Clara Chapaz a précisé que les financements publics seront recentrés sur certains secteurs prioritaires, notamment comme la deep tech, la santé ou encore les technologies vertes. Mais ce sont des domaines où la France, elle, veut rester compétitive et où l'innovation a un fort potentiel de transformation. Les startups qui développent des solutions dans ces secteurs devraient donc continuer à recevoir du financement public. Bon, pour l'éducation, on continuera à attendre un peu dans ces cas-là. Ce recentrage des financements est donc assez stratégique, vous nous l'avez dit, mais est-ce que ça suffira à attirer les capitaux privés qui sont nécessaires pour leur développement? C'est l'enjeu. Attirer davantage de capitaux privés ne sera pas facile, surtout pour les jeunes entreprises en fait, qui n'ont pas encore assez de maturité. Mais il y a encore des initiatives, bien sûr, pour accompagner cette transition. Par exemple, des formations seront proposées aux startups pour les aider à mieux comprendre les attentes des investisseurs et à les aider à lever leur premier tour d'amorçage. L'État va aussi et prévoit aussi des mesures fiscales pour encourager les investissements privés, notamment dans la tech. Cela va permettre de compenser un peu partiellement ces financements publics qu'on avait depuis quelques années maintenant. Donc ce que je comprends, Alexandre, c'est qu'il s'agit plus d'un réajustement que d'un abandon total, et ça c'est plutôt bien. Quelles sont les perspectives malgré tout à long terme de la French Tech avec tous ces changements? En effet, l'idée c'est pas du tout d'abandonner la French Tech, loin de là, mais de la faire évoluer. L'idée ça va être de renforcer surtout son indépendance financière pour qu'elle puisse se développer, notamment en France et à l'international. Donc à long terme, cet équilibre, en fait, s'il est trouvé entre le public et le privé, ça pourra surtout renforcer notre écosystème français qui est un des meilleurs en Europe, voire dans le monde. Mais c'est sûr que le chemin sera très délicat, surtout dans un contexte international actuel où les concurrents n'hésitent pas à investir massivement, notamment via des investissements privés, comme on l'a dit juste à présent. Ça c'est sûr, effectivement. Merci beaucoup en tout cas Alexandre pour cet éclairage sur les enjeux de la French Tech face aux changements à venir dans le budget 2025. Alors vous, Alix, c'est pas la French Tech, on l'a compris, vous, il n'y a pas d'écran, donc non, on n'est vous pas faites tech pas partie du de la French Tech. Non, on n'est pas du tout la French Tech, on est une start-up parce que on vient de démarrer, ça fait un an qu'on existe. Mais non, on se considère plutôt comme faisant partie du secteur de l'éducation, des loisirs.
On réinvente un peu en fait les colonies de vacances qui ont toujours existé. On essaye de dépoussiérer le modèle. Et on est very low-tech. Very low-tech. Bon, on espère en tout cas que vous allez attirer les investisseurs si vous en avez besoin un jour. Mais effectivement, ces changements-là, Alex nous continuera à nous en parler. Je vais y arriver. Merci beaucoup en tout cas, Alexandre. Et puis on continue à échanger tous les trois dans la deuxième partie du talk. Et donc, on continue d'échanger avec vous, Alix de Zélicourt, fondatrice de Mastercamp. Les activités que vous proposez, on en a parlé en première partie du talk, mais ce qui est important aussi, et ce que je vois sur votre site internet, entre autres, dans votre communication, c'est qu'elles ont souvent un lien aussi avec le monde professionnel. Ça aussi, il n'y a pas de hasard, il y a tout un lien entre développer l'épanouissement des enfants, mais aussi les faire grandir dans toutes les manières qu'on peut imaginer. Exactement, en fait... Je trouve qu'un des problèmes à l'école aujourd'hui, c'est qu'on est peut-être bon parfois sur l'instruction, mais on a beaucoup de mal à projeter les enfants dans la vie d'après. Ouais. Savoir ce qu'on veut faire de sa vie, savoir ce qu'on veut faire comme métier, c'est pour moi une des questions principales de la vie de chacun. Ouais. C'est une source de stress pour beaucoup de parents de se dire « Oh là là, mon enfant en fait ne sait pas ce qu'il veut faire ouais. ». C'est bien normal, je pense que nous tous, à 15-16 ans, peut-être qu'on était encore un peu perdus. Bah, c'est tôt. Et voilà, c'est très tôt. Et en même temps, le système français force à choisir aussi très en amont. Et donc, nous, on a pris le pari de se dire, on va, au travers des rencontres, permettre des discussions. Et donc, chacune de nos expériences ou activités commence par le professionnel qui se présente, qui explique son parcours. Et souvent, ce n'est pas du tout un parcours linéaire. C'est-à-dire que le chef cuisinier pouvait être ingénieur avant, le bricoleur pouvait être dans le marketing d'une grande boîte. Et comme ça, les enfants se disent, en fait, OK, les gens ont fait des choix à des moments, mais on peut changer d'avis. Et puis, tout est ouvert. En fait, à 15 ans, tout est ouvert et c'est un peu le message qu'on essaye de passer. Et vous avez mentionné aussi, et ça m'a surpris dans plusieurs interviews, 99% de vos clients, ce sont des mamans. Des clientes. Des clientes. Ouais. Qu'est-ce que ça prouve aujourd'hui de votre secteur, de la famille Alors, moi, je m'y attendais parce que c'est assez classique, en fait, que ce soit la maman qui gère les activités extrascolaires. On parle beaucoup de la charge mentale du mois de septembre et quand on est maman, on la vit. Là, c'est sûr qu'on se rend compte non seulement que nos clients sont des clientes et que ces clientes achètent le soir à 22h. Donc ça veut dire qu'une fois que la journée est terminée, on se met sur son ordinateur, 15 jours avant les vacances, on se dit « Ouh là là, ça arrive dans 2 semaines, qu'est-ce que je vais faire ?» Et on a quand même beaucoup de papas qui appellent, mais très souvent, ils nous disent « Ah bah, je vais demander quand même à ma femme si elle est d'accord. » Vous parlez aussi souvent du besoin d'occuper les jeunes de manière intelligente pendant vos vacances. Ça a été l'objet de notre première partie du talk. Mais comment, d'une manière ou d'une autre, les activités que vous proposez aujourd'hui, elles peuvent justement influencer le parcours académique ou professionnel des enfants? Est-ce qu'aujourd'hui, alors ça ne fait qu'1 an que vous êtes sur le secteur, mais ça fait déjà 1 an aussi, est-ce que vous avez des parents qui vous disent « En fait, vos ateliers, ils ont créé une vocation chez mon fils ou ma fille » Alors, on a eu une belle histoire d'un enfant qui, à la fin de la 3e, il avait son stage à faire. Et après notre camp gastronomie, a décidé d'aller le faire dans un restaurant en se disant, en fait, c'est ça que j'ai envie de creuser. Ouais. Donc, on était super contents. Et Mastercamp, c'est aussi l'occasion pour beaucoup d'enfants qui ont des situations parfois pas évidentes à l'école, de démarrer une semaine dans un groupe dans lequel ils connaissent personne. Et il y a des parents qui nous appellent en disant, en fait, c'était super parce que mon fils, ma fille... à retrouver d'une certaine façon, alors à notre petite échelle, mais un peu confiance en lui, bien sûr. Parce que au cours de la semaine, il s'est fait des copains, personne ne savait qui il ou elle était et d'où il venait, et donc c'est une semaine un peu de bouffée d'air frais. Ouais. Donc il y a plein d'effets positifs adjacents qu'on a découverts au fur et à mesure des semaines. Ils apprennent plein de choses et en plus ils sont des copains et ça c'est important. Alexandre, je voyais une petite question. On a des problématiques nationales sur certains métiers, je pense aux médecins. Est-ce que vous ne pouvez pas aider aussi d'une certaine façon à votre petite échelle en faisant une semaine, alors peut-être pas dans un hôpital parce que ça ne serait pas très joyeux, mais en tout cas faire découvrir des immersions dans des métiers où on a besoin de plus de jeunes. Il faut que je vous prenne à la stratégie de Mastercamp. C'est l'objectif 2025. On a notre premier camp orientation là, à la Toussaint, où l'objectif c'est de hacker un peu Parcoursup et de comprendre les ressorts de l'algorithme, et aussi de se préparer aux oraux. Et l'idée, c'est de développer ces camps plus thématiques, donc les métiers scientifiques, les métiers du droit, etc., et de fournir un peu des occasions d'immersion
qu'on a peu ou pas à l'école, quand l'école ne prend pas en charge d'inviter des parents ou des professionnels. Et c'est une très bonne question aussi, Alexandre, parce qu'effectivement, depuis l'année dernière, le stage maintenant en seconde est obligatoire pour tout le monde. Et la même semaine, et on en a parlé beaucoup la saison dernière ici sur le plateau, les entreprises vous disent on est ravis d'accueillir des jeunes, mais comme ça tombe tout le monde au même moment, ça devient compliqué aussi et ça met des tensions. Et les parents qui disent en fait, nos enfants, voilà, ils font leur même demande en même temps. Donc ça peut être une option. C'est en tout cas vous ce que vous souhaitez développer. En tout cas, nous, on voudrait leur donner l'occasion de discuter avec des professionnels dans un contexte où il n'y a pas de risque. Ils peuvent poser toutes les questions qu'ils veulent. Ouais. Si on fait un camp droit, moi, j'aimerais bien les emmener voir un procès, voir un cabinet d'avocats, une vente aux enchères. L'univers est immense, donc avoir vraiment de l'expérience de « Ah, en fait, c'est ça ». Et je me rends compte en le voyant que peut-être ça confirme une idée que j'avais, ou au contraire, et c'est très bien aussi, « Ah non, mais c'est pas du tout fait pour moi ». Et il vaut mieux que je change maintenant d'avis. C'est sûr. Parce qu'on a souvent aussi des enfants qui partent dans une voie et qui regrettent 1 ou 2 ans plus tard. Vous parlez aussi de la prise de parole, de la gestion des émotions. Vous venez de nous en parler. Ça aussi, c'est essentiel. L'oral, aujourd'hui, il revient un peu en force à l'école. Maintenant, il y a le brevet au bac. Je vois que Sciences Po aussi remet son grand oral. Oui. Et du coup, et ça, pour le coup, le système français, on sait qu'on n'est pas très bon à l'inverse des systèmes anglo-saxons. Et donc, nous, c'est nos camps de fin d'année et de l'année prochaine. Prise de parole, mais sous forme toujours ludique. On fait du stand-up, on fait du slam, on fait des choses comme ça qui sont dans un contexte où en fait on n'est jamais évalué et on va forcément apprendre des petits tips pour pouvoir les reproduire à l'école ou dans un contexte d'entretien pour un stage. Vous avez constaté des différences dans la manière dont les jeunes filles et les jeunes garçons abordent vos camps, abordent aussi ces questions d'orientation, de métier de demain, de compétences ? Alors en fait, je les avais constatés avant de lancer les camps. C'est plutôt ma vie professionnelle passée où en fait la gestion d'une carrière entre un jeune homme et une jeune femme est souvent très différente. Ouais. À la fois en termes de est-ce que je vais oser demander une progression, une augmentation. Tout ça c'est un peu cliché mais malheureusement c'est souvent très vrai. Donc chez Mastercamp, on a lancé très vite un camp qui s'appelle Girls Power où l'objectif c'est de se mettre juste entre filles et elles adorent. Et pendant une semaine, on fait de la boxe, on va au cours Florent. On découvre des métiers, donc on a fait par exemple le métier du parfum ou les métiers de la tech, et puis on a une séance de prise de parole. Et on le fait à la fin de la semaine, cette séance, parce que comme ça elles se connaissent bien, mais c'est aussi l'occasion de se mettre debout devant un groupe de 24 et d'exprimer quelque chose, ce qui n'est jamais très facile quand on a 15-16 ans, et ça marche très très bien. Donc, dans tous nos camps maintenant, on va garder ça. Est-ce que dans cette semaine entre filles, il y a de la recherche ou de l'immersion dans la recherche scientifique parce qu'on en a pas mal Oui, tout à fait. Oui, alors en fait, le point de départ, c'était aussi que les filles étaient sous-représentées dans les STEM. Tout à fait. Donc on a par exemple fait un partenariat avec Albert School. On est allé faire une activité sur la théorie des jeux. On a fait un partenariat avec Future Tech Founders pour faire un cours de Python. Donc il y a toujours un 20% d'activité scientifique dans la semaine. Et alors justement, on discute depuis une demi-heure et on se dit mais pourquoi ne pas avoir créé une école ? Est-ce que c'est dans les tuyaux, dans les bacs ? Alors c'est une bonne question, ça a fait partie de nos réflexions du début. C'est vrai. Moi vraiment, comme je vous disais, Mastercamp, c'est aussi mon problème de vacances que je veux résoudre d'abord. C'est-à-dire que l'école, elle est calée sur 40 semaines par an. Ouais. Mais il m'en reste 16 où je ne sais pas comment m'organiser. Donc, on va déjà régler ce problème. Et la bonne nouvelle, c'est que ça concerne en fait tous les parents. Donc, je pense qu'on a encore beaucoup de choses à faire sur le temps des vacances. Bon, en tout cas, on vous souhaite énormément de succès, Alix, fondatrice de Mastercamp. Merci infiniment d'avoir été parmi nous. Et puis, je sais que c'était votre première télé. Donc, merci de nous avoir réservé cette première interview. Merci aussi à vous, Alexandre Azria, d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Et puis, vous le savez, on se retrouve dès demain et toujours sur School TV à 12h30. D'ici là, passez une très bonne journée.